Alors, pour cette valeur de taux, pour cette valeur de 1 sur 20, 120, quelles sont les autres composantes fréquentielles éliminées par ce système? Alors, tout simplement, je vais chercher la réponse en fréquence qui est égale à 2 fois cosinus de pi f. Maintenant, taux c'est 120, 1 sur 120. Exponentielle moins j pi f sur 120. Ceci est égal à 0. Donc, c'est cosinus de pi f sur 120 est égal à 0. Ça veut dire que pi f sur 120 est égal à pi sur 2 plus tous les 4 pi. Donc, j'en déduis les fréquences f est égale à 60 plus k 120. Voilà. Donc, si k égale à 0, c'est 60, donc ce qui a été demandé premièrement. Si k égale à 1, ça fait 180. Si k égale à 2, ça fait 300, et ainsi de suite. Donc, il va éliminer toutes les fréquences multiples impaires de 60. Donc, je vais éliminer 60. J'ai éliminé 180, 60 fois 3. Je vais éliminer le 300, donc 60 fois 5, et ainsi de suite. Donc, 360, c'est 420, d'accord, et ainsi de suite. Donc, troisièmement, on considère que taux a la valeur trouvée à la question 2, c'est-à-dire taux est égal à 1 sur 120. Que la transformée de Fourier de x est définie par la transformée de Fourier de x de f est égal à u de f plus 60 moins L de f moins 60. Et demande l'énergie de X. Alors, je vais tout d'abord chercher le X de f. Donc, c'est U f plus 60. Donc, j'ai un 60 ici et un autre 60 là. Alors, U f plus 60, c'est-à-dire c'est un échelon décalé vers la gauche, comme ceci. Alors, UF moins 60, c'est un autre échelon décalé vers la droite, mais je vais mettre un signe moins ici, voilà, c'est vers comme ceci. Donc ça, c'est moins U de F moins 60, et ça, c'est U de F plus 60. Alors, si je fais la somme, cette fois-ci, donc le rouge plus le vert, c'est 0. Le rouge, ça vaut 1. Le vert, ça vaut 0. Donc, j'aurai un truc comme ceci. Voilà, hop. Et puis ici, 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Donc, ça me donne un rectangle de F, puisque c'est la fréquence, moins le centre, c'est 0, sur la largeur qui est 120. D'accord? Donc ça, c'est X de F.
Alors, il demande l'énergie. Alors, d'une manière générale, nous avons que l'énergie, c'est quoi? L'énergie de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de x de t au carré dt. D'accord? Alors, nous, en ne connaissant pas le signal x, ce que je connais, c'est le spectre du signal x. Et nous avons dit que je peux calculer l'énergie aussi bien dans le temps que dans l'espace-fréquence. Donc, c'est x de f, le tout carré et de f. Donc, je calcule l'intégrale. Donc, x de f au carré, donc c'est le rectangle au carré. Donc là, ça vaut toujours 1. Donc le signal, il vaut 1, d de f. Mais il est défini que entre moins 60 et plus 60, moins 60 et plus 60. Donc, ça va faire 120 joules. Donc ça, c'est l'énergie de mon système. Ensuite, il demande de calculer la densité spectrale d'énergie de Y. Donc Y, c'est quoi? C'est la sortie du filtre. Donc Y de f n'est d'autre que x de f fois h de f. Donc la densité, c'est quoi? La densité, spectrale d'énergie, c'est tout simplement le y de f au carré. Donc ça va faire xf au carré. Donc c'est u de f plus 60 moins u de f moins 60. Au carré, c'est la même chose puisque c'est un échelon d'amplitude 1. Et x de f n'est autre que, nous avons déjà calculé quelque part x de f, c'est pardon, c'est pas x de f, c'est h de f. C'est 2 fois cosinus au carré, donc ça fait 4 fois cosinus au carré de pi f sur 120. Donc ça, c'est la densité spectrale d'énergie. Donc x de f, c'est les échelons. Et h de f, c'est que nous avons calculé tout à l'heure, c'est 4 cosinus au carré de pi s sur 120. Et l'exponentielle, ça vaut fois son conjugué, c'est égal à 1. Alors, pour calculer l'énergie totale de y, donc c'est toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y de t au carré dt. Alors, mais comme la x f c'est un rectangle, donc il me reste 4 fois cosinus au carré de pi f sur 120 df et est défini entre moins 60 et plus 60. Voilà, je vous laisse le temps de faire les calculs. Donc c'est 240.
Bon. Alors, l'exercice 6. Alors, vous avez un signal rectangulaire, je vais former comme ceci, voilà, voilà, et voilà, ainsi de suite. Alors, là, c'est T sur 4. Là, c'est 0,025. Donc, ça, c'est X de T. Alors, ce signal est appliqué à l'entrée d'un filtre. Oh, pardon, ça, c'est pas X de T. C'est X de T. Donc, à la sortie, on tient le signal Y de T. Donc, vous avez de T. Vous avez un filtre. Et j'obtiens Y de T. Alors, il demande de donner H de F, la réponse fréquencée du filtre, pour que Y de T soit une tension continue de 3 volts. Donc, il faut que j'obtiens 3 volts à la sortie. Alors, tout d'abord, je vais chercher l'expression de X de T. C'est quoi? C'est un signal rectangulaire périodique, c'est-à-dire c'est un rectangle de T sur la largeur. La largeur, c'est T sur 4. Alors, périodique, ça veut dire que je vais le convoluer avec un peine de Dirac, état de T moins N TE. Donc TE, ça va, pour nous, c'est 0,025. Alors, je vais chercher la transformée de Fourier de X de T. Donc, ça va être la transformée de Fourier du rectangle ça c'est T sur 4. Le produit de convolution devient un produit simple et la transformée de Fourier du peine de Dirac. On va chercher la transformée de Fourier de rectangle. Alors, nous avons vu dans le cours un signal rectangulaire comme ceci, moins T plus T. La transformée de Fourier, c'était quoi? C'était 2T sinus cardinal de pi f de pi ft, c'est-à-dire 2 ft. Sinus cardinal ici. Alors nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un rectangle
D'accord. L'amplitude ici égale à 6. Là, c'était 6. Donc, c'est un 6 ici. Et la largeur, c'est t sur 4. Ça veut dire que j'aurai ici moins t sur 8 et t sur 8. Donc, ça transformer du Fourier, ça va être 2t. C'est-à-dire, c'est t sur 4. Sinus cardinal de f t de t, c'est t sur 4. Il ne faut pas oublier en score de multiplier par 6. Parce que là, vous avez, ça c'est 1, là c'est 6. Donc ça va faire 3 demi de t sinus cardinal de f t sur 4. Alors je reviens à ma transformée de Fourier de x égale. Transformée de Fourier de rectangle t sur t sur 4, pour nous c'est 3 demi. Donc c'est 3 demi de t sinus cardinal de f t sur 4. Multiplié par la transformée de Fourier de Penn de Dirac. Donc c'est 1 sur TE. Et c'est aussi un Penn de Dirac. N est égal à moins l'infini, plus l'infini, de delta de f moins n FE. Et puis FE, c'est 1 sur TE, c'est-à-dire 1 sur 0,025. Et 1 sur 0,025, ça veut dire c'est 100 sur 25, ça fait 40. Alors là, j'ai... attention à l'écriture. Hein. Là, j'ai mettez TE. Mais TE, pour nous, c'est T. Alors, ici, c'est 0,25. Alors, pour ne pas de problème par la suite, donc je vais enlever ici TE. Je vais enlever ici TE. Donc, je vais mettre ici tout simplement T. Ici T. Parce que là, c'est T, là. Là, c'est T. Donc là, petit toujours de présenter le Penn du Dirac avec TE. Donc là, c'est T également. Là, c'est T. Alors là aussi, je mettrai... pardon, là, je vais laisser FE. Et là, j'enlève E. Voilà. Alors, j'ai ici 3 demi de T sur 1 T, c'est dans ça, dans 3 demi. Et puis, je fais entrer le sinus cardinal à l'intérieur de la somme. Donc, sinus cardinal de f t sur 4, delta de f moins n f. Alors, multiplier un signal par un Dirac, c'est prendre la valeur du signal à l'instant où se trouve le Dirac. C'est-à-dire, je vais prendre ici sinus cardinal. Au lieu de f, je vais mettre n fe t sur 4
delta de f moins NE. Alors, ça va donner 3 demi de la somme de n est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini à la sinus cardinale de n. Alors, FE fois t, donc j'ai ici FE fois t, c'est égal à 1. Donc, il me reste sur 4, delta de f moins n, et FE, il vaut 40. Voilà. Donc, ça, c'est le spectre de mon signal X. Donc ça, c'est X de F. Alors, ce signal-là, on l'a déjà rencontré une fois dans le cours. Hein. Donc, ça va être des Dirac qui se trouvent pour n égale à 0, donc c'est l'état de f. Pour n égale à 1, c'est un Dirac décalé vers 40. Pour n égale à 2, décalé vers 80. N égale à moins 1, décalé vers moins 40, moins 80, ainsi de suite. Et puis, vous avez des sinus cardinales. Donc, sinus cardinal de n sur 4 est égal à 0 si n sur 4 est égal à une constante. C'est-à-dire que n est égal à 4k. C'est-à-dire que sinus cardinal est comme ceci. En principe, sinus cardinal, ce n'est pas le module. Donc, moi, je vais tracer ça comme il faut. Voilà. Alors, sinus cardinal, c'est comme cela. Voilà. Alors, il s'annule pour n est égal à 4k. Et k, c'est différent de 0. Parce que 0, sinus cardinal vaut 1. Alors, pour k égale à 1, c'est n est égal à 4. Donc, ça, 4, il s'annule. Pour n égale à 2, c'est 8. Là, il s'annule. Pour n égale à 3, c'est 12. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez un sinus cardinal, puis vous avez des Dirac qui se trouvent plus loin, vers 40 et tout ça. Alors, nous, il demande que la sortie de filtre, lorsque je vais appliquer X à l'entrée du filtre, il me donne comme réponse 3 volts. Donc, il va me donner une composante continue, donc un signal continu. Et tous les signaux qui ne sont pas continus, sinusoïdaux, vont être éliminés. D'accord? Parce que sinusoïdal, c'est quoi? C'est delta de f moins n40. Parce que je sais que la transformée de Fourier d'un cosinus, c'est quoi? C'est delta de f plus f0 plus delta de f moins f0. Donc, chaque fois que vous avez des Dirac, c'est un ensemble, c'est un signal sinusoïdal. Donc, je vais éliminer tous les Dirac. Alors, pour éliminer tous les Dirac, qu'est-ce qu'il faut? Quand h de f est égal à 0, d'accord, pour f est égal à 40n. C'est-à-dire, f égale à 40, c'est 0. F égale à 80, c'est 0. F est égal à moins 40, c'est 0. F est égal à moins 80, c'est 0, et ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous allez remplacer n par 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, ou bien jusqu'à moins l'infini, c'est 0. Je n'ai pas de Dirac. D'accord? Alors maintenant, je vais garder uniquement la composante continue. La composante continue, c'est quoi? C'est ça, 3 demi là. D'accord?
mais il faut qu'il soit 3. Donc, je vais diviser 3 par 3,5. Donc, il me faut 2. Donc, 2 multiplié par 3,5, il reste 3. Donc, le filtre, voilà, c'est celui-là. Bon, donc n, le module de n est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc ici, le filtre, il doit éliminer tous les Dirac. Donc il doit être 0 pour toutes les fréquences f est égal à 40n, là où se trouve le Dirac. Donc le Dirac se trouve pour f est égal à 40n. 40 fois n. Et puis je dois garder ce 3,5, mais il faut qu'il soit égal à 2, à 3, pardon. Donc je dois multiplier par 2. Donc le filtre, c'est ça. La réponse en fréquence, c'est ça. Alors maintenant, il demande de donner h de f, la réponse fréquente du filtre, pour que y soit une tension sinusoïdale de fréquence f est égal à 160 Hz. Et d'amplitude A égale à 6 volts. D'accord? Donc, fréquence c'est 160, A c'est 6 volts. Alors, je reviens à l'expression de mon X ici, et là, et je vais chercher la fréquence 160 Hz. C'est quoi? F moins 40 fois N, ça veut dire que N correspond à 4. Donc ici, N est égal à 4. F est égal à N fois 40, est égal à 160. Mais si je vois ici le sinus cardinal, il est nul pour n est égal à 4k. Donc si k égale à 1, n est égal à 4. Si n est égal à 4, le sinus cardinal est nul. Donc si le sinus cardinal est nul, il est là. Donc là, il n'y a pas de fréquence 160. Ça veut dire que ceci, il est impossible. Parce que déjà, la fréquence 160 n'existe pas. D'accord? Donc, pardon, ici, je reviens ici. Donc, le signal original ici, x de t, x de f, là, d'accord? Il n'a pas le composant qui correspond à 160 Hz. Parce que le sinus cardinal, là, il l'annule au point k égale à 1. Pour n égale à 4, donc c'est 160. Il n'existe pas, donc je ne peux pas réaliser cette opération pour avoir un signal de 160. S'il n'existe pas le crayon avec ce filtre. Voilà. Alors, pour se rappeler, vous dites que x de ne comporte aucune composante à la fréquence « 160 Hz ». Parce que n, donc là, vous ajoutez parce que n est égal à 4, ici le cardinal de
1 sur 4 est nul. Alors, on passe à l'exercice numéro 7. Alors, cet exercice numéro 7, c'est un cas réel. Hein. Alors, ça, c'est le cryptage du son. Ça, c'est une méthode qu'on a utilisée lorsque le Canal+, donc la chaîne française Canal+, à l'époque, vers les années 85, là, il a été créé, c'était une chaîne payante. Donc à l'époque, il n'y avait ni parabole, ni rien du tout. Donc il y avait une chaîne payante. Et dans la zone parce qu'il y a une partie de la journée où la chaîne elle est ouverte à tout le monde. Et puis, il crypte le son et il crypte l'image. C'est comme, par exemple, 2M ici au Maroc, à l'époque encore des fins des années 80. Alors, pour crypter le son, alors, il utilise cette méthode-là. Ça, c'est une méthode qui a été utilisée de Canal+. Alors, d'ailleurs, on va essayer de faire ça au cours d'un TP. Alors, ils disent qu'on souhaite réaliser un système de cryptage du son pour un signal de spectre borné. Il s'agit de permuter la partie positive et la partie négative du spectre. D'accord ? Comme indiqué sur la figure suivante. Alors, le son devient incompréhensible et peut être décrypté par l'opération inverse. Alors, en multipliant le signal par une sinusoïde, puis en filtrant le résultat par un filtre passe-bas, on peut réaliser de la permutation fréquentielle représentée sur la figure ci-dessus. On va expliquer comment, illustrant par des figures. Bon. Là, je vais crypter un signal. Alors, j'ai un signal dont le spectre, il est là. Le spectre, c'est ça. Moins Fmax plus Fmax. Donc, c'est un spectre qui est borné. D'accord ? Alors, ils disent qu'il faut multiplier le signal par une sinusoïde de fréquence Fmax. D'accord ? Alors, je vais multiplier par une sinusoïde de fréquence Fmax. C'est-à-dire, en domaine fréquentiel, donc je vais faire un produit de convolution, par la transformée de Fourier d'un cosinus, de delta de F, plus Fmax, plus delta de F, moins Fmax. D'accord ? Donc, nous, on va faire x de t fois cosinus de 2pi F max de t. Donc, je prends la fréquence maximale de mon signal et je vais créer un cosinus à cette fréquence-là et je vais le multiplier par le signal. Alors, dans ce cas de figure-là, je vais faire le produit de convolution et voilà, le produit de convolution. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, le triangle multiplié par un delta de f plus f max. Donc, f max, ça veut dire qu'elle est là. C'est moins f max. Je vais caler. Et ça, c'est trop grand, là. Voilà f max. Donc, je vais décaler ce spectre vers la gauche. Donc, f max,
moins f max, c'est 0. Donc, elle est là. Le 0, il devient à f max. Et moins f max, ça devient à moins 2 fois f max. Donc, je vais le triangle ici. Et puis l'autre, Dirac, il va translater mon signal vers f max là. Alors, moins f max plus f max, c'est 0. 0, ça devient f max. Et f max plus f max, ça fait 2 fois f max. Donc, je translate le signal ici. Donc, lorsque je multiplie le signal par un cosinus, donc je translate mon spectre une fois à droite et une fois à gauche. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un résultat très important. Et lorsqu'on va voir la modulation, c'est exactement pareil. Donc, modulation est notre multiplication de signal par un cosinus. Tout bêtement. Alors, ils disent qu'on multiplie un signal par une sinusoïde. Alors, j'ai multiplié par une sinusoïde. Et puis, en filtrant par un filtre passe-bas. Donc, je vais filtrer maintenant par un filtre passe-bas. Alors, filtre passe-bas, donc je vais filtrer vers f max. Là. Filtre. Alors, lorsque je vais filtrer, qu'est-ce qui va rester? Donc, il va rester ceci. Alors, moins f max plus f max. Donc, il va rester ça et puis ça. Ben, c'est la figure qu'il demande. D'accord? Alors, je ne suis pas intéressé aux amplitudes. Hein? Non, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc là, j'ai un signal original qui est un triangle. En multipliant par un cosinus en filtrant, j'ai crypté mon signal. Donc, j'ai changé j'ai changé la forme de mon spectre, tout simplement en décalant celui-là à droite, c'est ici, et celui-là, je le décale vers la gauche, qui est là, tout simplement. Et pour décaler, donc, on a dit qu'il faut mettre par cosinus. Alors, la question se pose par la suite, petit b, comment alors décrypter le son? Comment je vais faire pour décrypter le son? Ça, c'est le signal crypté, ça. Donc, voilà crypté, donc je vais le décrypter. Ben, je vais faire la même chose. Alors, je vais le multiplier par encore le f max, cosinus de f max. Donc, lorsque je vais multiplier par cosinus de f max, donc je vais décaler ce signal une fois à gauche vers moins f max, une fois à droite vers plus f max. Ah ben, je décale. Alors, f max moins f max, c'est 0, donc je suis là. 0, c'est moins f max. Et moins f max, c'est moins 2 fois f max. Donc, le signal devient ça. Et puis, ça. Je l'ai décalé vers. Je l'ai décalé vers la gauche. Maintenant, je vais le décaler vers la droite. Donc, moins f max plus f max, c'est 0. Il est là. Puis 0 plus f max, c'est plus f max. Et f max plus f max, ça fait 2 fois f max. Donc, j'aurai le cas de figure, celui-là. Voilà. Donc, toujours, multiplié par cosinus, ça revient à décaler le spectre de signal une fois à gauche, une fois à droite. Et maintenant, encore, je vais filtrer toujours à la même fréquence f max. Voilà. Je
filtre. Et j'obtiens le signal filtré qui est entre moins Fmax et celui-là. Hop, et hop. Donc il me reste uniquement cette partie-là. Donc je retrouve le signal triangulaire de tout à l'heure, du début. Donc c'est le signal original. Donc, crypter un signal, c'est multiplié par le cosinus de la fréquence à la fréquence maximale du signal. Si vous voulez décrypter le signal, vous remultipliez encore une fois par le cosinus à la même fréquence Fmax. Et bien sûr, il faut filtrer. Hein. Voilà, c'est une idée très simple. Et on a l'utilisé dans des domaines professionnels. Bon, je crois que vous avez bien compris ceci, c'est pas difficile. Hein. Alors, je vais vous présenter ici une section, une portion d'un film qui est diffusé en Canal+. D'accord? Alors regardez là, moi maintenant je vais commencer par le signal crypté. Alors, le signal crypté, il est là, voilà. D'accord? Donc ça, c'est un signal crypté. Alors, lorsque je vais tracer ce signal, dans le temps, c'est ça. Il ne me donne rien du tout comme information. Je vais chercher le spectre, il est là. Alors, je retrouve les deux triangles tout à l'heure pour un signal crypté. Hein. Exactement pareil. Hein. Maintenant, je vais le moduler, c'est-à-dire je vais le multiplier par un cosinus. Ben voilà, dans l'espace-temps, ça donne exactement pareil. Hein. Aucune information. Je vais chercher le spectre de mon signal modulé. Donc là, je retrouve sur le schéma de tout à l'heure. Et puis, je vais filtrer mon signal. Donc là, dans l'espace-temps. Dans l'espace fréquence, elle est là. Donc, je retrouve les deux triangles comme ça. Et puis, je vais écouter le son de celui-là. D'accord? Voilà. Je le sens un petit peu. Voilà. Alors, je reprends ici. Alors, voilà le scripté. Bon, on n'entend rien du tout, on ne comprend rien du tout. Donc, je reprends tout ça, ça on a déjà vu. Et voilà le son décrypté. Voilà. Alors maintenant, si je veux signal, donc je vais multiplier encore par le cosinus, donc ça me donne ici, d'accord, et je vais filtrer, donc je retombe sur le signal de départ là.
qui est crypté. Voilà. Donc ça, c'est une méthode pour crypter le son. Alors, ceci met fin à la série numéro 3. Donc, je vais passer à la série numéro 4. Alors, la série numéro 4, on va commencer par l'exercice 1. Alors, si f est la fréquence d'un signal sinusoïdal, alors combien y a-t-il de périodes dans cette sinusoïde par seconde? Voilà. Bah, moi, je suis souvent sur ça, c'est le nombre de points, le nombre, la fréquence d'échantillonnage, tout ça, parce que c'est important. Hein. Parfois, ça pose certains problèmes. Alors, ils disent que f est la fréquence d'un signal. F, signal sinusoïdal. Combien y a-t-il de périodes de cette sinusoïde par seconde? Donc, nous avons défini la période comme étant la durée d'un cycle. Et puis, nous avons défini la fréquence comme étant le nombre de cycles qui se répètent, le nombre de cycles qui se répètent par seconde. Donc, le nombre de périodes par seconde, donc F, tout simplement le nombre de périodes par seconde. Alors ensuite, il demande combien, si cette sinusoïde est échantillonnée à la fréquence d'échantillonnage FE, ça c'est la fréquence d'échantillonnage, combien y a-t-il d'échantillons par seconde? Ça aussi, nous avons dit que si je vais échantillonner un signal à la période d'échantillonnage TE, ça veut dire que l'intervalle entre deux échantillons, c'est la période d'échantillonnage. Et la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre d'échantillons par unité de temps. Donc, le nombre d'échantillons par seconde n'est autre que FE. C'est le nombre d'échantillons par seconde. Alors, troisièmement, combien y a-t-il d'échantillons par période de la sinusoïde? Donc, FE, c'est le nombre d'échantillons par seconde. F, c'est le nombre de périodes par seconde. Alors, si je fais FE sur F, c'est-à-dire le nombre d'échantillons par seconde sur le nombre de périodes par seconde, donc ceci, ça donne le nombre d'échantillons par période.
Ensuite, il demande quelle est la relation entre ce nombre d'échantillons par période et la fréquence normalisée. Alors, vous avez la fréquence mu qui est égale à F sur FE. Donc, alors, si je fais l'inverse, 1 sur mu, c'est FE sur F, qui est égal au nombre d'échantillons par période. Donc, le nombre d'échantillons par période, c'est l'inverse de la fréquence normalisée. Alors, je continue. Pour que cette sinusoïde soit correctement échantillonnée, comment cette fréquence normalisée et comment ce nombre d'échantillons par période doit-il être? Alors, nous avons dit que pour que le sinusoïde soit échantillonné correctement, il faut qu'on vérifie la condition de Shannon. La condition de Shannon nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence du signal. Bon. Ça veut dire que F, commençons par plus simple, ça veut dire que FE sur F doit être supérieur à 2. Et FE sur F, c'est le nombre d'échantillons. Donc il faut que le nombre d'échantillons par période doit être supérieur à 2. Ou bien F sur FE, il est inférieur à 2. Et F sur FE n'est autre que la fréquence normalisée qui doit être inférieure à 2. Là, c'est un demi. Alors, pour que le sinusoïde soit correctement échantillonné, donc le théorème de Shannon me dit que FE, la fréquence d'échantillon, doit être supérieure à 2 fois la fréquence du signal. Ça revient à dire que le nombre d'échantillons par période doit être supérieur à 2, ou bien la fréquence normalisée doit être inférieure à 1,5. Alors, quatrièmement, nous avons un signal x de t qui est égal à 5 sinus de 80 pi fois t plus 3 sinus de 160 pi fois t plus 2 sinus de 320 pi fois t.
Ils sont échantillonnés à la fréquence de 140, la fréquence d'échantillonnage, c'est 140, donc échantillons par seconde, c'est-à-dire Hertz. Alors, la condition de Shannon est-elle respectée? Alors, je vais étudier chaque sinus à part. Alors, le premier sinus, c'est 5 sinus de 80 pi fois t. Alors, sa fréquence, c'est 40 Hz. Alors, FE est égal à 140 et est supérieur à 2 fois 40. Donc, la condition vérifie. C'est Shannon. Alors, ensuite, le deuxième sinus, c'est 3 fois sinus de 160 pi fois t. Sa fréquence, c'est 80. Donc, j'ai FE égale à 140. Il est inférieur à 2 fois 80. Donc, Shannon non vérifié. Donc, il va y avoir naissance d'une fréquence apparente. Cette fréquence apparente, c'est FE moins 80, donc ça fait 60 Hz. Donc ce signal de 80 Hz, il va apparaître comme un signal de 60 Hz. Donc il y a dans ce cas-là, il va y avoir recouvrement spectral. Donc je vais perdre mon signal. Alors le troisième, 2 fois sinus de 320 pt. Donc la fréquence ici, c'est 160 Hz. Et bien sûr, la fréquence de 140 Hz est inférieure à 2 fois 160. Donc là aussi, Shannon n'est pas vérifié. Donc, naissance d'une fréquence apparente, qui cette fois-ci, c'est FE moins 160. Donc en module, ça va être 20 Hz. Donc, je vais garder uniquement le premier sinus, mais les deux autres, donc je vais les perdre et je vais avoir deux autres sinus de fréquences différentes, donc 60 Hz et 20 Hz. Ouais. Le signal total. Oui, oui. Bien sûr, ça pour dire que le signal ne va pas être bien échantillonné. Bon, moi, je fais les détails parce que ce que je vais garder et ce que je vais perdre. On est d'accord? Mais si vous voulez, ce que vous dites, c'est aussi valable. Vous dites que la fréquence maximale, c'est 160, donc le signal va être mal échantillonné. Okay. Alors, je continue en petit b que les trois composantes sinusoïdales du signal
sont-elles modifiées par l'échantillonnage? Alors, nous avons dit que x de t il est formé par 5 sinus. Et qu'ils ont été échantillonnés à la fréquence de 140. Donc, je vais avoir à la fin un signal x' de t qui va être différent. Et ça va être 5 sinus de 80 pi fois t. Donc, le premier, il est bien échantillonné. Le second, c'est 3 fois sinus. Okay. Mal échantillonné, donc ça va être 2 IF et S, ça va être 60 degrés, 60 Hz, donc 120 pi t. Plus le troisième, qui est de 20, donc ça va donner 2 fois sinus de 40 pi fois t. Donc ça, c'est le signal après échantillonnage. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avant échantillonnage. Donc, avant échantillonnage, nous avons un signal de période. Donc, de fréquence, le premier, c'est 40. Le deuxième, c'est 80. Le troisième, c'est 160. Voilà. Bien sûr, on a le Hertz ici. Donc, la période T1, c'est 1 sur 40. La période 2, c'est 1 sur 80. La période 3, c'est 1 sur 60. Alors, est-ce que, allez, demande par la suite quelle est la période de signal avant et après échantillonnage. Alors, quelle est la période de ce signal-là? Alors, si je mets T1 sur T2, ça va faire 1 sur 40 sur 1 sur 80. Donc, ça va donner 2. Un nombre qui appartient à T3, ça va faire 2 pour 20. Là aussi, c'est 20 fois T3 égale T. Donc 100 T3.